hop, voilà. Et puis autre chose que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran. Comme ça, si jamais je change. Ok. Bon, alors, bah, c'est parti pour la correction des exercices. On avait vu, je rappelle pas, les trois formules d'énergie, énergie cinétique, énergie potentielle de pesanteur et énergie mécanique, la somme des deux. Et en fait, sous certaines conditions, qu'on appelle quand le système est isolé, c'est-à-dire qu'il n'échange pas d'énergie avec l'extérieur, et ben dans ce cas-là, l'énergie mécanique du système, elle se conserve. Donc ça, c'est super utile pour pouvoir faire des calculs, parce que dans l'énergie mécanique, il y a l'énergie cinétique, donc il y a la notion de vitesse, quand il y en a une, et il y a l'énergie potentielle de pesanteur, donc il y a la notion d'altitude. Donc ça nous permet, grâce à ces formules, de calculer l'un ou l'autre compte tenu de ce qu'on sait. L'exercice 6, il s'agit d'une balle de tennis de masse 150 grammes. À cet instant, le centre d'inertie de la balle est à la hauteur de 2 mètres par rapport au sol. Sa vitesse à cet instant est une direction inclinée de 10 degrés par rapport à l'horizontale vers le haut de valeur V0 égale 90 km par heure. Alors je crois que dans mon dessin j'ai fait... Non, j'ai pas fait de dessin. Non. Calculer l'énergie mécanique de la balle juste après l'impact sur la raquette. Donc ce que je disais quand est-ce que c'était la dernière fois, mardi, je disais que si on devait traiter ça avec la mécanique de la deuxième loi de Newton, ça serait super long. Et là, on va voir que c'est assez facile de le faire avec les énergies. Donc, calculer l'énergie mécanique de la balle juste après l'impact sur la raquette, l'énergie mécanique, c'est EC plus EPP, c'est-à-dire 1 demi de mv2 plus mgz. M, c'est 150 grammes, mais attention, là, ici, il y a des conversions à faire. La vitesse comme la masse sont dans la bonne unité, qu'il va falloir les convertir. Donc, la masse, 150 grammes, c'est facile, ça fait 0,150 kg. Les kilomètres par heure, pour les convertir en mètres par seconde, il faut diviser par 3,6. Donc, il y a deux conversions à faire. On fait les calculs avec. Donc, le 0,5, et 1,5, la masse c'est 0,150, et puis je mets directement la conversion dans V au carré, en mettant 90 sur 3,6 au carré. Plus la masse, 0,150, fois 9,8 l'intensité de pesanteur qui n'était pas proposée, donc quand on me le propose pas, je mets 9,8, fois 2, parce que c'était à 2 mètres de hauteur à cet instant où on frappe. Et on trouve 49,8 joules si on peut garder trois chiffres significatifs. Alors juste un rapide petit point sur les chiffres significatifs. Je rappelle qu'il y a deux opérations. Quand c'est une multiplication, on garde autant de chiffres significatifs que la donnée qui en a le moins. Donc si je prends par exemple ce calcul qui a été fait là, il se fait avec deux chiffres significatifs. Donc quand je fais le calcul, alors je reviens, c'est 0,150 fois 9,8 fois 2. Quand je fais le calcul, 0,150 fois 9,8 fois 2, je dois garder deux chiffres significatifs, je trouve 2,9. Donc là, je peux noter qu'ici, j'ai 2,9. Et puis pour l'autre, même raisonnement, etc. Je sais plus combien ça fait. Et là, on va trouver, peut-être, alors je sais pas combien on trouve. Si on trouve deux chiffres significatifs, on doit trouver la différence des deux. Et après, on fait une addition. Donc, je sais pas quel est le résultat ici, je l'ai pas en tête. Après, on fait une addition, et dans une addition, on garde autant de chiffres après la virgule que la donnée qui en a le moins. Donc là, normalement, en toute rigueur, le résultat que je dois mettre, c'est 50 joules. Parce que sur le résultat qui est ici, je dois avoir deux chiffres significatifs, donc je connais pas le chiffre après la virgule. Bon, c'était juste... Monsieur, Ouais, ouais, grand G et petit g, c'est pas la même valeur. alors, non, pas du tout. Alors, grand G, Ok. si je refais un petit point là-dessus, une force de gravitation de la Terre sur un objet, c'est grand G, ça c'est sa formule, fois la masse de la Terre, fois la masse de l'objet, divisé par la distance qui les sépare au carré.
Sauf que si je suis à la surface de la Terre, la distance qui me sépare de la Terre, moi, c'est le rayon de la Terre au carré. Bon, bah, cette force, c'est la même chose que le poids, qui se note m fois petit g. Et je peux noter g fois petit m. Et ben, on se rend compte qu'en fait, le grand G, c'est la constante universelle de gravitation qui est contenue dans tout ce calcul-là. Et ben, le petit g, c'est le résultat de tout ce calcul lorsque je me place sur Terre, donc pour la masse de la Terre, et à la distance qui correspond au rayon de la Terre. Si je fais ce calcul avec grand G, la constante universelle, la masse de la Terre et le rayon de la Terre au carré, ça me fait 9,8. Donc le poids, c'est la même force que la force d'attraction de la Terre sur un objet, mais lorsqu'il est à la surface de la Terre, c'est-à-dire lorsque sa distance correspond au rayon de la Terre. Donc petit g, ça vaut 9,8 quand on est à la surface de la Terre. Maintenant le poids sur la Lune, par exemple, bah, ce serait une autre valeur pour petit g, parce que j'aurais la masse de la Lune ici et le rayon de la Lune. Donc en fait ce petit g, c'est une simplification, cette formule-là, c'est une simplification de la formule traditionnelle de l'interaction gravitationnelle qui est là-haut. Petit g et grand G, c'est pas du tout la même chose. Alors, Ok, merci beaucoup. ensuite, en l'absence de frottement, que vaut l'énergie mécanique de la balle lorsqu'elle atteint son altitude maximale? Bah, on a vu dans le cours que quand il n'y a pas de frottement, bah, l'énergie mécanique se conserve parce qu'il n'y a pas d'échange d'énergie avec l'extérieur ici. Donc bah, l'énergie mécanique, quand elle atteint son altitude maximale, ça va être la même que l'énergie qu'elle avait au moment où elle a été lancée. Donc bah, en l'absence de frottement, l'énergie mécanique se conserve. Donc j'ai mis à z égale 0, mais à l'altitude maximale, c'est pareil. En fait, l'énergie, c'est toujours 50 newtons, tout le temps. 50 joules, pardon. Quel que soit l'endroit où est la balle, elle va toujours avoir cette énergie mécanique-là. Alors, c'est pas à z égale 0, on s'en fiche, c'est à l'altitude maximale, à Hmax. Bon, là, il n'y a pas vraiment de calcul à faire sur cet exercice-là, c'est juste constater que l'énergie mécanique, quand le système est isolé, l'énergie mécanique se conserve. Alors, ce qui va être beaucoup plus intéressant, c'est d'utiliser ce concept-là, on va le voir dans l'exercice d'après, entre deux points. Si je me positionne en un point A, et puis, je sais pas, ma balle de tennis, elle fait ça, par exemple, et puis elle arrive au point B, et ben si l'énergie mécanique se conserve, je vais pouvoir dire que EMA, l'énergie mécanique au point A, sera égale à l'énergie mécanique au point B. Et c'est ça qu'on va faire régulièrement quand on aura des calculs énergétiques à faire. On écrira cette égalité en disant qu'auparavant que le système est isolé, donc l'énergie mécanique est constante. On pourra écrire ça, on mettra le détail, et ça nous permettra de connaître des vitesses ou des positions. On va le voir dans l'exercice d'après. Justement, c'est encore une balle de tennis ici, qui fait toujours 150 grammes, qui est envoyée verticalement vers le haut d'un point A avec une vitesse de 6 mètres par seconde. Et en fait, le but de l'exercice, ça va être d'estimer par un calcul à quelle altitude maximale cette balle elle va monter compte tenu de ses conditions initiales. Quel va être le Hmax ici, ou Zmax, auquel elle va monter. Ça, on pourrait le faire avec les lois de Newton, ça serait compliqué. Il faudrait faire la deuxième loi de Newton, l'accélération, la vitesse, la position, et puis ensuite dire quand ça arrive à l'altitude maximale, la vitesse s'annule, donc je trouve le temps, j'utilise ce temps et je le remplace dans Z et je trouve l'altitude maximale. Bon, ça serait super long. On va voir que là, c'est beaucoup plus simple. Alors si on considère que les forces exercées par l'air sur la balle sont pratiquement nulles, ça sous-entend que le système il est isolé et donc que son énergie mécanique va se conserver. De quelle hauteur au-dessus du point de lancement la balle s'élèvera-t-elle? Alors il faut réaliser, on nous aide un peu, réaliser un schéma de la situation, préciser le référentiel choisi, indiquer clairement la loi physique qui sera utilisée, et puis introduire les grandeurs nécessaires pour trouver 1,8. Alors, un petit schéma de la situation. La balle, elle part de l'altitude 0, considérée comme étant l'endroit où on l'a lâchée avec la main. Et puis on prend un axe OZ qui est vertical vers le haut.
Donc la balle est là, elle est au point A qui coïncide avec l'origine O. Cette balle va monter jusqu'à une altitude maximale qu'on pourra noter comme étant le point B. Ici, si je note les conditions, les valeurs que je connais au départ, au point A, je connais la vitesse initiale, c'est 6 mètres par seconde, je peux l'appeler V0 ou VA. Et l'altitude de départ, ZA, égale 0 mètres, ça démarre à l'origine. Et puis en B, VB, ça fait 0 mètres par seconde, puisque je suis arrivé au maximum. C'est le moment précis où la balle va inverser son mouvement, donc à ce moment précis, la vitesse elle est nulle. Et puis je connais pas cette altitude B, ça va être la valeur, la hauteur maximale théorique à laquelle ça peut arriver. Ensuite, le référentiel choisi, c'est la Terre. Il n'y a pas de frottement, alors l'énergie mécanique se conserve et on va pouvoir dire que EMA est égal à EMB. L'énergie mécanique de départ ici va être la même que celle que j'obtiens à l'altitude maximale. Ensuite, je vais mettre le détail. 1,5 de MVA carré plus MGZA égale 1,5 de MVB carré plus MGZB. Et puis, je vais raisonner sur ce que je connais là-dedans. Je regarde déjà ici ZA qui vaut 0 mètre. Je sais que ce terme-là, il va s'annuler, parce que j'ai multiplié par 0. J'ai aussi dit que la vitesse B, elle était nulle à l'altitude maximale. Donc ça veut dire que ce terme-là, il va virer aussi. Je multiplie par 0 au carré, et tout ça, ça va valoir 0. Du coup, je vais me retrouver avec des choses que je connais, puisque je connais VA, je connais la masse, mais on va voir que même la masse, elle est au niveau des deux termes, je peux l'éliminer aussi. J'ai même pas besoin de connaître la masse. G, je le connais, il n'y a qu'une seule inconnue après qui va me rester, c'est ZB. Donc ça va être assez rapide à faire. Ici, les masses sont présentes des deux côtés, du coup elles se simplifient, et je vais pouvoir écrire que ZB est égal à VA carré. Le G qui est de ce côté, qui va passer de l'autre côté, il va passer dessous avec le 2. Et du coup, je vais me retrouver avec ZB égale VA au carré sur 2G. Je n'ai plus ensuite qu'à utiliser les valeurs numériques. Ça me fait 6 au carré, divisé par 2 fois 9,8. Et je trouve bien que la balle, elle monte à 1,8 m d'altitude. Voilà pour le raisonnement qui est détaillé au maximum et qui me permet d'arriver d'aboutir à cette question, à cette réponse. Si j'avais à faire ce problème-là avec la deuxième loi de Newton, je vais vous le faire. C'est bien plus long. Alors, je vais vous le faire en accéléré, donc ça sera pas forcément plus long, mais c'est bien plus complexe. Monsieur, Ouais. est-ce que vous pouvez expliquer la deuxième ligne? Celle-là, là, ici. Bah oui, parce que vous avez pas barré les mêmes choses, du coup je comprends pas. J'ai dit que ZA est égal à 0 d'après l'énoncé. Ok. Donc j'annule tout ça. Et ZB égale à 0 d'après ce que je sais de ce qui se passe à l'altitude. Ah oui, ok. C'est pas parce qu'il y avait M d'un côté ou M de l'autre. Non. D'accord. Alors, je vais passer à un écran blanc là. Et je vais faire la même chose, la même résolution. Mais non, je vais même supprimer les annotations là. Et je vais faire la même résolution, mais si je la faisais avec la deuxième loi Newton classique. Donc je ne vais pas tout faire, mais il faudrait préciser le référentiel, il est terrestre et galiléen, le bilan des forces, il n'y a que le poids. La deuxième loi Newton, elle va donner que la somme des forces extérieures, c'est-à-dire le poids, égale à m fois l'accélération. Et du coup, je vais me retrouver avec A égale G. Du coup, ça va me faire, alors je le fais vite, ça va me faire que l'accélération verticale, ça va être G. Après, je vais faire une première intégration pour trouver Vz, qui va être Gt. Je ne fais pas tout le détail ici, plus une constante. Et cette constante, ça va être VA, parce que c'est la vitesse initiale. Puis ensuite, je vais faire une deuxième intégration pour trouver Z. Donc ça va me donner 1,5 de GT2. Alors ça, c'était pas à faire, mais je vous montre, c'est une deuxième façon de résoudre le problème. 1,5 de GT2, donc j'ai intégré GT plus VAT plus une constante qui va être l'altitude de départ, donc plus 0.
Ensuite, j'ai ces deux équations là, dans le 0, qui vont me permettre de prouver à quelle altitude maximale ça monte. D'abord, il faut que je dise que ça monte à l'altitude maximum quand Vz égale 0. Donc il faut que Vz égale 0 pour avoir l'altitude maximale. Donc en B, j'écris très mal, hein. De toute façon j'ai tout effacé après. En B, on a Vz qui vaut 0, donc on va pouvoir en déduire que T, il va être égal à VA sur G. Donc ça, je le détaille pas, mais on arrive à ça. Donc la balle, elle arrive à l'altitude maximale au bout d'un temps qui vaut VA sur G. Ensuite, là, je vais l'insérer dans cette formule-là. Vous voyez que c'est bien plus compliqué. Et ensuite, je vais calculer le Z avec cette valeur du temps. Et vous pouvez le faire, vous allez retrouver 1,8 de la même manière que le calcul précédent qui était beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. Pour trouver une altitude ou une vitesse, quand on le peut, utiliser la conservation de l'énergie mécanique, c'est quand même beaucoup plus rapide et beaucoup plus immédiat. Mais ça, c'est quand on le peut, on peut pas toujours. Bon, ensuite, je vais enlever tous mes grabouillons là, juste pour vous montrer qu'il y avait deux façons de résoudre ce problème-là. Une façon rapide, c'est celle-là, et puis une autre bien plus longue avec la deuxième loi de Newton. La question B, si je reviens dessus, c'était en réalité, je crois... attendez. Lorsque la balle retombe, quelle sera sa vitesse d'arrivée au point A si les forces exercées par l'air sur la balle sont pratiquement nulles? Donc encore une fois, on considère que le système il est isolé, donc l'énergie mécanique se conserve. Donc en B... Ouais. Monsieur, juste souvenir, la question d'abord, elle demande si c'est possible que dans la consigne, on nous impose une méthode. Non. Non. Okay, j'ai jamais vu ça. Si, on peut vous dire en appliquant la deuxième loi de Newton, trouver... ça peut arriver. Mais des exercices comme celui-là où on vous détaille le raisonnement, il n'y en a pas au bac. Hein. Mais il peut y avoir dans la question, à l'aide de la deuxième loi de Newton, déterminer à quelle altitude la balle s'élèvera-t-elle. Dans ce cas-là, ça veut dire on fait la version compliquée. Et si rien n'est dit, prenez la version la plus simple. Des fois, c'est marqué par des considérations énergétiques et c'est de déterminer l'altitude maximale en faisant un raisonnement énergétique. Donc ça vous met sur la voie, il vaut mieux faire l'énergie mécanique. Donc la question B, quand la balle elle va redescendre au point A, donc elle sera montée au point B puis elle va redescendre au point A, l'énergie mécanique elle se conserve tout le temps, on va pouvoir dire que MA de l'aller, quand j'étais à A à l'aller, ça va être égal à M de nouveau au point A, mais au retour, pardon. Là, c'est le retour. Je fais un copier-coller, là, c'est le retour. Et quand je fais le détail, je sais que ZA, c'est nul. Hein, j'avais le dessin précédent, c'était nul. Donc, l'énergie potentielle de pesanteur, elle valait 0 aussi. Ce qui fait que le EMA, c'est 1,5 de MVA carré, où VA, c'est la vitesse à l'aller, que je connaissais. Et EMA au retour, c'est 1,5 de MVA retour, mais que je connais pas. Le tout au carré. En fait, je vois l'égalité et je vois bien ce qui va se tramer. Hein. Les masses vont se simplifier, 1,5 va se simplifier, donc en fait la vitesse au retour doit être la même que la vitesse à l'aller. C'est normal, j'ai pas perdu d'énergie, donc la vitesse que j'obtiens quand je me retrouve de nouveau au même point, ça va être la même. À une nuance près, quand même, cette vitesse, elle va avoir un changement. C'est quoi d'après vous? Quand elle retourne en A, qu'est-ce qui a changé pour la vitesse? Sa valeur, hein. Bon, je vous donne la réponse, hein, c'est le sens. La vitesse à l'aller, elle est en train de monter, au retour, elle va descendre. Donc la vitesse sera la même, 10 mètres par seconde, mais en sens opposé, quoi. Donc ça, c'est dans l'hypothèse où il n'y a pas de frottement. Maintenant, la question C nous dit qu'en fait, en réalité, ça monte pas à 1,8 m, ça monte à 1,5 m. Si je reprends les termes exacts de la question, hein, en réalité, la balle s'élève jusqu'en B' situé à 1,5 m au-dessus de A. Ça signifie qu'en fait, notre hypothèse qui disait que les forces sont pratiquement nulles,
bah, c'est pas tout à fait exact parce qu'il y a eu un peu de perte d'énergie, ce qui signifie que c'est pas monté à 1,8 m, c'est monté un peu moins haut. Et le but, c'est de calculer la variation de cette énergie entre le point de départ au point A et le point B' à 1,5 m de haut. Et puis analyser les transferts d'énergie entre la balle et le milieu extérieur. En gros, ça signifie où est passée l'énergie qui est variée. Est-ce qu'elle a été perdue ou pas, et qui est-ce qui l'a récupérée sous quelle forme. Alors on y vient. Bah, là on applique la différence des énergies mécaniques. En réalité, ZB vaut 1,5 m. Donc la variation d'énergie mécanique va s'écrire de la façon suivante. Alors écoutez bien, je dis variation, c'est toujours la même logique, c'est ce que j'ai à la fin moins ce que j'avais au départ. C'est final moins initial. Une variation, c'est ça. Par exemple, une variation de masse en énergie nucléaire, c'est la masse finale moins la masse initiale. C'est important de faire toujours final moins initial parce que on va avoir des signes. Le signe, il a une signification. Ici, je fais l'énergie mécanique en B' moins l'énergie mécanique en A. Ça, c'est ce que j'ai à la fin, après, et ça, c'est ce que j'avais avant. Du coup, je mets les formules à la place. Énergie mécanique en B, c'est 1/2 de mVb carré, sauf que Vb, il vaut 0 puisque c'est au maximum. Donc, ça va être mgzb, ça. Et puis, l'énergie mécanique en A, comme le Za était nul, c'est que 1/2 de mva carré. Donc ça, c'est l'énergie mécanique en B, elle se résume que seulement à l'énergie potentielle de pesanteur, qui a plus de vitesse. Et je répète, l'énergie mécanique en A, c'est que l'énergie cinétique, puisque Za est égal à 0. Donc je dois calculer cette variation-là. Et là-dedans, je connais tout. M est connu, G est connu, Z est connu, c'est 1,5. Donc je fais le calcul, et on constate que ce qu'ils ont mis dans leur énoncé, je ne sais pas si vous avez les mêmes valeurs sur votre livre, c'est faux. On trouve moins 0,50 joules et pas moins 0,44 comme indiqué dans l'énoncé. Alors, comment interpréter ce signe moins? Si c'est négatif, je parle de la variation de l'énergie du système. Donc je raisonne du point de vue du système. Je me mets à la place de la balle. Donc si cette variation c'est moins 0,50 joules, ça veut dire qu'elle a perdu 0,50 joules. Un peu comme vous, si votre système c'est vous, votre système monétaire, votre compte en banque c'est votre système, bah, si votre variation c'est moins 0,50 euros, ça veut dire que vous avez perdu 50 centimes d'euros. Vous n'avez pas gagné. Et si la variation est positive, c'est que vous les avez gagnés. Donc le signe est super important. Donc, je rappelle, une variation c'est le final moins l'initial. Cette variation est négative car l'énergie est perdue par le système. Alors elle est perdue comment? Bah, elle a été cédée à l'air. Alors là je ne l'ai pas mis, mais c'est l'air qui l'a récupéré. Et ça se perd pas de l'énergie. Hein. Donc c'est l'air ambiant qui la récupère. Alors il la récupère sous forme de mouvement, puisque ça fait bouger les molécules d'air, et un peu d'échauffement, parce que ça agite un petit peu localement les molécules d'air. Donc c'est principalement sous forme de courant d'air que ça a été récupéré. Donc l'air a pris une partie de l'énergie de la balle. Bon, est-ce que c'est clair pour tout le monde ça, cette correction d'exo? Monsieur, Ouais. Sonia, elle a une question. En fait, elle comprend pas pourquoi on passe de AB à B. Enfin non, elle comprend pas parce que pourquoi on met pas B'. J'ai mis B' ici, c'est moi qui l'ai mis dans ma correction. C'est B', oui. Je l'ai rajouté ici à la main. C'est bien B' dont il s'agit ici. Hein. Et donc Z, B', qu'ils l'ont appelé comme ça dans l'énoncé. C'est moi qui ne l'ai pas mis, j'ai oublié de le mettre. C'est bon sinon? Alors, bah tiens, je vais vous laisser un petit peu de temps, là, je sais pas quelle heure il est, là. Puisqu'on est dedans, je vais vous laisser 10 minutes. Monsieur, vous mettez la correction des exos? Et je vais mettre la vidéo après, moi. Ok. Donc après, vous aurez juste à naviguer dans la vidéo pour vous mettre à la correction. Okay. L'exercice 20, page 238. Donc je vous laisse là 10 minutes, un quart d'heure pour le chercher.
je laisse l'ordinateur allumé. Si vous avez des questions, bah, vous me la posez. Moi, je reste là. Donc, dans 10 minutes, je reprends la main pour faire la correction. 10 minutes. Et là, il est 36, donc à 46 à ma montre. Et je vous laisse un peu. Bon, je vais reprendre la main là pour la correction de l'exo. Puis après, on va faire un peu de cours. Donc, je repartage mon écran. Bah, l'expression de l'énergie mécanique en C, c'est 1/2 de MVC carré plus MGZC. C'est du cours, une application directe de cours. Hein. Et puis établir l'expression de la valeur de la vitesse VA. Donc d'abord, on dit ici que il y a pas de frottement, donc l'énergie mécanique se conserve et on va pouvoir dire que EM en A est égal à EM en C. Après, je mets toutes les expressions. EM en A, c'est MGZA plus 1/2 de MVA carré et l'expression de tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que je peux simplifier ici? Bah, les masses sont présentes dans chaque terme. Donc, si jamais je voulais factoriser à gauche, je ferais M fois GZA plus 1/2 de VA carré. Et puis à droite, je ferais M fois 1/2 de VC carré plus GZC. Donc, la masse, de toute façon, elle se simplifie. Et puis après, ce que je veux, c'est déterminer un VA carré. Donc, ce terme-là, je vais le faire passer de l'autre côté. Mais attention, méfiez-vous, comme il change d'égalité et qu'il n'est pas multiplié, il est additionné, hein, ça va devenir négatif de ce côté. Donc, GZA va devenir moins GZA de ce côté. Et enfin, il me reste le demi qui est devant le VA carré. Bah, le demi qui est là, en passant de l'autre côté, ça va être multiplié par 2 pour l'ensemble de l'expression. Donc je me retrouve avec... alors, je vais peut-être aller un peu vite pour certains, mais je vais me retrouver avec VA carré qui est égal à 2 fois GZC moins GZA. Et puis je peux factoriser G. Et puis je vais aussi avoir VC au carré, hein, ici. Alors c'est peut-être un peu rapide pour vous. Si vous voulez que je fasse une étape intermédiaire, je peux la faire, puis je l'effacerai après. Est-ce que vous voulez que je fasse une étape intermédiaire? Oui. Ouais. Ok. Donc je me retrouve avec 1/2 de VA carré, et puis j'effacerai après, est égal à 1/2 de VC carré. J'ai enlevé les M, hein, de partout. Hein. Plus GZC moins GZA, qui est ici. Après, le 2, alors déjà, ici, je peux factoriser par G. Ça me fait ZC moins ZA, et j'ai mis le G devant, hein, ici. Et puis, il me reste le demi qui est ici, donc le 2, il va multiplier partout, de chaque côté, tous les termes par 2, donc en multipliant partout par 2, le demi ici, il saute, je me retrouve avec VA carré. Le demi ici, il saute aussi, ça va me faire VC carré. Et puis en multipliant par 2, je vais avoir 2G. Donc ce qui fait qu'au final, je vais avoir VA carré est égal à 2G ZC moins ZA moins VC carré. Et je vais Monsieur, effacer. Ouais. il y en a qui demandent pourquoi vous factorisez. Je suis Le G. je suis pas obligé, je peux laisser 2GZC moins 2GZA. Hein. C'est pour condenser un peu l'expression. Parce qu'il y a G deux fois. Mais c'est pas une obligation. C'est pour écrire de façon plus condensée. Donc là, c'est son expression. Et quelle sera la vitesse il faut la calculer. Donc maintenant, je calcule et je prends la racine carrée. Donc d'abord, il y a une première conversion à faire. C'est que VC est en km par heure. Il me faut en mètres par seconde. Donc je divise par 3,6. Donc quand je fais comme ça,
je divise par 3,6. Et puis, je vais utiliser cette valeur dans le calcul. Et je vais trouver ZA. ZA, il est donné. Alors, attention, ZA, c'est un peu plus de 20. Si on veut être rigoureux, moi j'ai mesuré à la règle et j'ai fait un calcul d'échelle. Je trouve 20,7. Donc, c'est juste histoire d'être un peu plus précis parce qu'on voit qu'ici, c'est légèrement au-dessus de 20. Donc, en mesurant à la règle et en faisant un produit en croix avec une valeur connue, en faisant un calcul d'échelle, je trouve 1,7. Et puis ZC, on voit bien que c'est sur 40, donc là, il n'y a pas de doute. Et puis j'utilise l'ensemble de ces valeurs pour faire le calcul. Je vais trouver un VA qui vaut 20 mètres par seconde, soit 73 km par heure. C'est logique qu'en A, c'était plus rapide qu'en C, parce que c'est un wagon sur un grand vide qui a été lancé, et puis il n'y a plus de moteur, hein, c'est son élan qui lui permet d'arriver jusqu'en C. Donc il avait une vitesse bien plus importante en A, ça lui a permis de gravir toute cette montagne et d'arriver en C avec encore une certaine vitesse, qui n'est pas totalement nulle, qui vaut 20 km par heure. Maintenant, quelle sera la vitesse du wagon à l'arrivée en D? Alors, inutile de refaire des calculs compliqués. Si vous avez cette formule-là qui est là, que j'encadre, vous pouvez facilement vous dire, on va appliquer la même, mais au lieu de chercher le résultat en A, on va chercher le résultat en D. Donc je vais remplacer la lettre A par D. Ce sera le même raisonnement. L'énergie se conserve, je vais pouvoir dire que EMD est égal à EMC, je vais tout faire le même calcul et à chaque fois que j'ai la lettre A, en fait, je vais la remplacer par D. Donc en D, je vais réutiliser cette expression qui est encadrée ici en remplaçant à chaque fois les lettres A par des D. Et puis je vais calculer, le but c'est de calculer cette vitesse. Alors il y a une donnée qu'on connaît à l'arrivée en D, c'est l'altitude ZD. ZD, ça vaut 0, donc ça va se supprimer de l'expression. Je vais avoir VD au carré est égal à 2GZC plus VC carré. Et quand je fais le calcul, je trouve 29 mètres par seconde, soit à peu près 100 km par heure. Donc en D, à l'arrivée, ça vaut 100 km par heure, la vitesse du wagon. Et enfin, indiquer qualitativement les modifications qu'apporterait l'existence de frottements. Les frottements, ça ferait quoi à la vitesse? Qui c'est qui peut répondre? Ça ferait quoi la vitesse? Elle va ralentir, non? Elle va ralentir, ouais. Alors, on peut même aller plus loin que ça en précisant que la vitesse, l'énergie mécanique, elle va diminuer, donc la vitesse va diminuer. Et cette énergie, elle va diminuer d'autant plus que la vitesse est importante. Alors bon, je vais un peu loin dans l'explication, mais on va simplement dire que la vitesse diminue, hein. Donc l'énergie mécanique elle-même, elle va diminuer. Donc c'était ça la réponse qui était attendue, hein. Je vais avoir une vitesse VB qui va être plus faible que la normale, VC qui sera pas de 20 mètres par seconde, mais un peu moins, VC 20 km par heure, et puis VD 100 km par heure. Et si vraiment il y a beaucoup de frottements, on peut imaginer que le ralentissement que j'ai en B, il est suffisant pour que la vitesse soit pas assez importante et que ça franchisse pas assez. Mais ça, c'est des suppositions, on n'en sait rien. La vitesse diminue par rapport à ce calcul théorique. Bon, on va repasser. Alors le jeu de pétanque, ça sera à chercher pour plus tard. On va pas le faire maintenant. Alors je vais vous demander, pour évoquer la notion de travail, de prendre l'activité. Vous savez, cette activité-là qui était notée C11 activité sur le travail et l'énergie. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Monsieur, est-ce que vous pouvez juste attendre un petit peu qu'on a cherché nos feuilles, s'il vous plaît? Ouais, bien sûr. Ok, merci. Il y a quelqu'un qui a laissé son micro activé, je pense que c'est qui? C'est moi, pardon. J'entends écrire.
Alors, c'est quelle activité, Hussam, t'as retrouvé ou pas? Parce que c'est une activité que j'avais distribuée par mail, dans le mail que je vous ai envoyé mardi. Après, je sais pas si ça marche, ça, je serais curieux de savoir. Si j'ajoute un fichier là, je peux vous mettre l'activité. Euh, Est-ce que vous pouvez la télécharger depuis là? Je sais pas. On va voir. Tu me diras, Hussam, si tu arrives à la récupérer depuis le partage de fichiers. Non, c'est pas là. Non, c'est pas là non plus. Ah si, pourtant, normalement, c'est là. Ouais, ça doit être ça. Donc, elle est en train de s'importer dans les fichiers partagés. Est-ce que tu peux y accéder, Hussam, là? Vos. Ça veut dire quoi, Anaël? Je l'ai mise ici dans partage des fichiers, hein, si vous la voulez. Et là, normalement, vous devez pouvoir la télécharger, hein. La partager comme Et vous ça. l'avez envoyé par mail, donc ils ont juste ouvert une autre page, non? Ouais, ils l'ont par mail aussi, hein, c'est celle-là, hein. T11 Moi, analyse énergétique. je trouve pas dans mes mails. Enfin, j'ai que le TP ou les trucs comme ça. Je l'ai envoyé mardi par mail. Je vais revoir, mais Mais là, depuis l'application, vous pouvez pas le télécharger, là, le fichier que je viens de mettre en partage, là? non, enfin, quand on clique sur partager du contenu, il y a. Ah, si, attendez. En C'est cliquant écrit droit. partage séquence, mais je sais pas comment on fait. En cliquant droit, Moi, je vous clique. pouvez pas le télécharger, l'importer. Bah, ça fait rien quand on clique dessus. Enfin, ouais, on peut pas l'ouvrir. Vous pouvez pas. On va cliquer dessus. Bon. Bah, vous regarderez dans vos mails, hein, j'ai tout envoyé mardi, là. Je peux pas faire autrement, là, d'avancer. On va le faire comme ça, et puis vous essayerez de le retrouver, hein. D'accord? Je vais vous présenter de toute façon l'activité, hein, vous allez la voir avec moi, hein. Le but de ces activités, c'est d'essayer de comprendre une notion. Dans ce chapitre, on parle d'énergie, et j'ai évoqué le fait que l'énergie, ça se transférait. Ça peut se transférer d'un système à un autre. Et notamment, il y a des transferts qui peuvent se faire par travaux. On appelle ça un travail mécanique ou un travail électrique. Le but de ces activités, c'est d'appréhender et de comprendre ce que c'est qu'un travail mécanique. Alors, c'est un transfert d'énergie, hein. Si par exemple ici j'ai un wagon qui est positionné ici et que j'ai d'autres systèmes extérieurs au wagon qui sont des gens, hein, eh ben ils vont essayer de transférer de l'énergie à ce wagon, et on va raisonner un petit peu sur leur travail. Qu'est-ce qu'ils font comme travail? Est-ce qu'ils transfèrent une énergie au wagon ou pas? Là, dans la vie quotidienne, faut-il qu'il y ait mouvement, qu'il y ait du travail? Et le problème de ce terme de travail, c'est que dans le quotidien, bah là, vous êtes en train de travailler, pourtant vous bougez pas forcément, hein. Donc le terme travail, dans le langage courant, c'est pas forcément très compréhensible que en mécanique, c'est générer un mouvement à un objet, c'est lui faire un mouvement ou modifier son mouvement, quoi. Donc dans la vie quotidienne, non, forcément, il n'y a pas forcément de mouvement. D'après vous, décrire une situation pour laquelle il y a, selon vous, transfert d'énergie par travail. On va, je sais pas moi, imaginer un ballon de foot, qui est fixe à un endroit donné. Essayer d'imaginer une situation pour laquelle on peut transférer de l'énergie à ce ballon par travail mécanique. En gros, qu'est-ce qui pourrait le mettre en mouvement? Alors moi, je peux citer plusieurs exemples, hein. Je tape dedans simplement, bah, c'est mon pied qui a fourni un travail mécanique au ballon pour pouvoir le mettre en mouvement.
Maintenant, on pourrait imaginer que le ballon il a été positionné sur une pente, il se met à rouler tout seul, naturellement. Enfin, tout seul, naturellement, parce qu'il y a quelque chose qui est responsable de ce mouvement. C'est qu'il y a eu un travail mécanique. Et si le ballon se met en mouvement, c'est qui est responsable de ce mouvement? Quel est l'objet ou la personne qui lui a fourni de l'énergie pour qu'il se mette en mouvement quand le ballon descend dans la pente? Quel est l'objet responsable de ça? C'est la Terre, la gravité, hein. Donc il y a plein de situations. En fait, il faut qu'il y ait une modification de mouvement et donc l'objet extérieur qui agit pour modifier ce mouvement, c'est lui qui fournit un transfert d'énergie par travail. Alors, ce qui est important, c'est de comprendre la façon dont il faut agir pour exercer un travail qui est efficace. Alors, je vais vous laisser quelques minutes pour réfléchir à ça. Vous avez 4 personnages là, F1, F2, F3, F4, F5, qui à eux 4, ils sont... Ouais, je t'écoute, Anna. Je trouve pas, enfin, je sais pas de quoi vous parlez là. En fait, on voit pas ce que vous. On voit pas ce que vous faites. Ah bon, d'accord, fallait me le dire. Non. J'ai pas partagé mon écran là. Non. Alors attendez. Ok, d'accord, ouais. Je vais y venir. Ah, forcément, vous deviez rien comprendre à ce que je dis là. Bon, là, est-ce que vous le voyez là? Oui. Ok. Oui. Donc j'en étais à cette situation là. On a un wagon qui est posé sur des rails, donc il ne peut avancer que le long de la voie ferrée ou reculer. Et puis on a 5 personnages plus ou moins intelligents dont le rôle c'est d'essayer de faire avancer le wagon. Ils sont appelés F1, F2, F3, F4, F5. Vous les voyez là? Et ils tirent avec une corde. Et puis ils ont des commentaires comme ça. Il y en a certains qui disent je résiste, d'autres je contribue comme je peux, d'autres c'est moi le meilleur, et d'autres je ne sers à rien. Je vais vous demander dans les bulles ici d'attribuer un commentaire à chacun des personnages en disant si c'est F1 ou F2. Juste quelques minutes, vous réfléchissez sur ces termes-là qui sont employés. C'est important pour essayer de comprendre si c'est un travail il est efficace ou pas. Je vous laisse 2 minutes. Ah mais vous l'avez pas, faut que je vous le laisse. Bon, est-ce que vous avez compris l'idée générale? Alors on va commencer avec, je sais pas, on va dire F1 par exemple, qui est là. Qu'est-ce qu'il va dire lui? C'est meilleur. C'est moi le meilleur, ouais. Alors on va détailler pourquoi c'est lui qui dit ça, hein. Après, il y en a un qui dit, je sais pas si j'ai fait F3 et F2 là qui font à peu près la même chose. Qu'est-ce qu'on peut dire? Je contribue comme je peux. Ouais, je contribue comme je peux. Il y en a un qui dit je résiste, là je l'ai fait afficher. C'est lequel? C'est F5 ou F4? Le F4. F4. C'est F4. Il y en a un qui dit je sers à rien. Ouais, c'est F5. C'est F5. Alors, comment est-ce qu'on arrive à comprendre ça? Lui, il tire dans l'axe en fait. Donc en fait, toute l'énergie qu'il va dépenser, toute la force qu'il va appliquer, elle va servir à faire avancer le wagon. Mais on comprend bien que celui qui tire comme ça à la perpendiculaire, là, le F5, en fait, il tire pas
pas du tout dans le sens où peut avancer le wagon. Donc ce qu'il fait, ça sert à rien. Ça sert à rien. Enfin, en tout cas, ça sert à rien pour faire avancer le wagon. Ça sert pas du tout. Qui tire à la perpendiculaire. Donc tout ça, c'est une histoire d'angle par rapport au mouvement que je veux faire. Je veux aller de A vers B. Bah, le F1, lui, il tire bien dans le sens de A vers B, donc il est efficace. Le F5, il est pas du tout efficace parce que bah, lui, il tire avec un angle de 90 degrés entre la droite AB qui est là, et puis lui, sa force là qu'il exerce là, il y a un angle droit de 90 degrés. Ça sert à rien parce que bah, ça va pas du tout faire avancer dans le bon sens. Lui, il tire un petit peu en arrière. Donc au lieu de faire avancer le wagon, bah, il va jouer en l'empêchant d'avancer, donc il résiste. Et puis ceux qui contribuent comme ils peuvent, bah, ils tirent, mais comme ils tirent dans l'axe, c'est moins efficace que le F1. Parce qu'il y a un certain angle entre le déplacement AB et leur force, qui est comme ça, qui est penché. Dans la vie quotidienne, peut-on dire que ces 5 personnes dépensent de l'énergie? Bah oui, elles en dépensent. Maintenant, elles en transfèrent pas forcément. Donc elles en dépensent toutes. Elles se fatiguent toutes, hein, parce qu'elles ont toutes un petit peu des gouttes de sueur. Sauf qu'il y en a que quelques-unes. Il y a que ces 3 personnages-là, F2, F3 et F1, qui vont eux transférer l'énergie qu'ils sont en train de dépenser, qui vont la transférer sous forme de mouvement et de travail mécanique au wagon. Donc tout le monde dépense de l'énergie, mais il y en a que 3 qui, une partie de l'énergie qu'ils dépensent, ils la fournissent au wagon. Bon, maintenant, alors on a de nouveau c'est bon. En physique, l'énergie cédée par un wagon par chacun des personnages est appelée un travail. Donc, compte tenu de tout ce qu'on vient de dire, on va essayer de comprendre quelle pourrait être la formule qui permet de calculer ce travail, c'est une énergie, un travail, en fonction de la force qui est appliquée et du déplacement qu'on veut faire. Donc si on note petit f, vecteur f, la force exercée par un personnage sur le wagon, et alpha, l'angle entre cette force et le déplacement du wagon, alors quelle va être l'expression parmi celles proposées ci-dessous qui va vous sembler valide? Il y a ces 3 expressions, je crois pas qu'il y en a 4 expressions. Si je refais le petit dessin, on a le déplacement A et on va aller jusqu'en B en ligne droite. J'essaie de faire une ligne à peu près droite. Et puis, on va voir un petit peu quels sont... Celui qui était le plus efficace, c'était F1, lui. Et sa force, si je la dessine là-dessus, si je change de couleur, F1 était dans ce sens-là. Quelle est la valeur de l'angle alpha, l'angle entre la force F1 et le AB, que je peux appeler alpha 1 par exemple? Ça vaut combien ça? 0. Ça vaut 0. Et on voit que c'est le plus efficace, lui. Maintenant, si je prends d'une autre couleur, F1 et F2, je vais en dessiner qu'un seul sur les deux. Ici, F2 qui tirait comme ça, ou F3, je sais plus lequel c'est. Est-ce qu'il y a un angle entre F2 et AB? Oui. Oui. Et cet angle-là, bah, il est positif et il vaut moins de 90. Il est inférieur à 90 degrés. On est d'accord, hein? Et donc lui, il fournit un travail quand même. Donc quand il y a un angle, alpha ici, alpha 2, il y a quand même un travail qui est fourni. Maintenant, si on prend F5, je crois, celui qui sert à rien, je vais le mettre peut-être en rouge, tiens. F5, il tirait comme ça. Quel est l'angle qu'il y a entre F5 et AB? C'est 90 degrés. 90 degrés. Donc là, alpha 5, il vaut 90 degrés. Et on sait que son travail, il vaut combien? Puisqu'il sert à rien. Il vaut 0. Donc, il faut qu'on trouve une formule qui respecte tout ça. C'est-à-dire qui respecte le fait que quand alpha vaut 90 degrés, bah, le travail, il est nul.
Quand alpha il vaut 0 degré, bah, le travail il est maximum. Puis quand alpha il est entre les deux, bah, il a une certaine valeur, mais qui n'est pas le maximum. Alors déjà, si j'y raisonne sur la première formule, est-ce que la première formule me permet de faire une distinction entre ces trois forces-là? Non. Non. Donc celle-là, je peux l'éliminer parce que sinon, ça voudrait dire quel que soit l'angle avec lequel je tire, je fournis le même travail au wagon, donc je lui fais avancer de la même manière. C'est faux ça. Après, l'autre formule qui propose avec un sinus. Qu'est-ce que vous savez de sinus 90 degrés? Ça fait combien? Ça fait 1, non? Ça fait 1, ouais. Donc normalement, si je tire avec un angle de 90 degrés, bah, j'ai F fois AB, donc j'ai un travail qui est maximum, parce que je multiplie par sinus de 90, donc je multiplie par 1. Or, on a dit que normalement, quand je tire à 90 degrés, je fais pas de travail, ça sert à rien. Cette formule-là, je peux l'annuler aussi. Il me reste encore deux possibilités. Cosinus de 90, est-ce que vous savez combien ça fait? 0. Ça fait 0. Et donc, si je suis à 90 degrés, ça a l'air de marcher, parce que cosinus 90, ça fait 0, donc ça me ferait un travail nul. Je peux vérifier aussi que quand j'ai un alpha qui vaut 0, cosinus de alpha, ça fait 1, et donc un travail qui est maximum. Je vais avoir F fois AB fois 1. Et puis, si j'ai un angle intermédiaire, bah, je vais avoir une valeur qui est comprise entre 0 et 1, donc un petit travail, mais moins efficace. Donc celle-là, elle marche bien. Et enfin, tangente 90, vous savez combien ça fait? Non. Tangente 90, d'ailleurs non, ça fait infini, enfin ça fait une valeur positive, c'est bizarre d'ailleurs. Qu'est-ce que je dis moi? Non, ça fait 0, tangente 90. Attends, qu'est-ce que je raconte moi? Oui, ça fait sinus sur cosinus, donc ça fait 0. Donc celle-là, elle est fausse aussi. Il n'y a qu'une seule possibilité, c'est bien cette formule-là qui est valable. Alors, on va voir en cours. Après, je voulais distribuer le cours, on va faire du cours, mais déjà ça, si je veux l'exprimer sous forme mathématique avec des vecteurs, vous avez dû voir en maths une opération mathématique un peu particulière qu'on appelle le produit scalaire. Ça vous parle ou pas? En maths, entre deux vecteurs. Vous l'avez vu ou pas? On était censé le voir l'année dernière, mais on l'a vu en toute fin d'année très rapidement. Ah d'accord. Alors le produit scalaire, ça se note comme ça. Après, dans ce chapitre-là, on n'est pas nécessairement obligé de savoir ce que ça signifie. Le produit scalaire, s'il s'appelle produit scalaire, c'est qu'en fait, au bout du compte, il donne une valeur qui est un scalaire, qui est un chiffre et pas un vecteur. On part de deux vecteurs, qu'on multiplie l'un par l'autre avec une opération particulière, et ça donne un chiffre. En fait, le produit scalaire entre deux vecteurs, c'est le produit des deux normes de vecteurs, donc f fois AB, on va le voir dans le cours après, fois le cosinus de l'angle. Donc si vous ne l'aviez pas vu en maths, en fait le produit scalaire, c'est le produit des deux normes, fois le cosinus de l'angle qui sépare le vecteur f du vecteur AB. Mais attention, cet angle-là, il peut aller de 0 à 360 degrés. Donc si je prends par exemple le cas du dernier là qui tire, qui disait qu'il résiste, lui il tirait comme ça. Alors, on peut l'appeler, je crois que c'était F4. F4, l'angle alpha 4, il est comment par rapport à 90 degrés? C'est cet angle qui va de là à là. Est-ce qu'il est inférieur? Il est supérieur à 90 degrés. Et si vous faites le calcul de ce travail-là, cette formule-là, avec cosinus d'un angle qui est supérieur à 90 degrés, vous le savez peut-être, mais cosinus d'un angle supérieur à 90 degrés, ça donne une valeur qui est négative. Donc ça va donner quelque chose d'inférieur à 0. Du coup, je vais avoir un travail qui est négatif. Et qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire au niveau de l'énergie par rapport à ce wagon? Je suis un bourrin et que je tire en arrière comme ça. Est-ce que je lui donne de l'énergie pour faire son mouvement? Ou est-ce que je lui en retire? On lui retire de l'énergie. On retire de l'énergie. On lui en enlève un peu parce qu'en fait, on le ralentit. On l'empêche. On travaille dans la... Ce qu'on sert à faire, c'est l'empêcher d'avancer. Donc on peut avoir un travail qui est négatif, c'est tout à fait possible, ça veut dire qu'on retire de l'énergie au système. Donc ces signes-là, ils vont avoir une importance.
Bon, alors cette activité pour découvrir le travail, maintenant on va définir proprement en cours ce que c'est qu'un travail et on va voir des cas particuliers de travaux de force qui sont des forces qu'on connaît. Alors là, je suis retourné en partie pour le cours que j'ai donné par mail aussi mardi. Alors je ne sais pas si vous pouvez y accéder, mais je vais avancer, je vais le commenter, puis vous le trouverez dans les mails que j'ai envoyés mardi. Donc le travail d'une force. En physique, le travail, c'est une grandeur algébrique. Donc ça veut dire que c'est une valeur, c'est pas un vecteur. Et algébrique signifie que ça peut être négatif ou positif. C'est pas non plus une norme de vecteur. Une norme de vecteur, c'est toujours positif. Une grandeur algébrique, ça peut être aussi négatif. Ça permet d'évaluer l'effet d'une force sur l'énergie d'un objet en mouvement. Donc c'est un mode de transfert d'énergie. Le travail, ça se note W. Donc, W, c'est ce qu'on utilise comme lettre. Comme lettre, comme ça. Pardon? Ouais, tu disais? Bon, je continue. Donc on le note travail, W. Le travail pour aller de A vers B, donc A et B sont les deux points par lesquels sont passés le système. Et on met entre parenthèses de la force F qui applique ce travail. Elle est considérée comme constante sur le mouvement de A à B, sinon on ne peut pas la calculer. Et elle est égale au produit scalaire de la force par le vecteur AB. Donc si j'ai une force vecteur F ici, si j'ai un déplacement vecteur AB ici, et bien, il y a un angle entre les deux, alpha. Et bien le travail, c'est F produit scalaire AB, qu'on peut noter de façon plus simple, F fois AB fois cos de l'angle entre les deux vecteurs. Sachant que cet angle est supérieur à 90 degrés si F est en arrière. Maintenant, cet angle-là, il est en degrés ou en radians, c'est à vous de régler votre calculatrice comme il faut quand vous utilisez la formule. Le déplacement AB, il est forcément en mètres dans cette formule, et la force, elle est en newton. Donc, tout ce cours, vous l'avez. Hein. Si vous êtes en train de noter en même temps, c'est pas forcément utile parce que vous l'avez, je vous l'ai distribué par mail. Le travail, lui, c'est une énergie, donc c'est en joules. Maintenant, il y a des histoires de signes. Si jamais le travail est supérieur à 0, ça veut dire que l'énergie du système, elle augmente. On appelle cette force une force motrice. C'est-à-dire qu'elle va apporter de l'énergie, elle va fournir de l'énergie au système. Si cette fois-ci le travail est négatif et l'énergie du système elle diminue, on va dire que c'est une force qui est résistante, comme le type là qui disait je résiste. Et enfin si ça vaut 0, la force elle sert à rien de toute façon, donc on n'en parle pas. Donc le signe du travail il a une importance. Il y a des cas particuliers à connaître, lesquels cette formule là de travail, elle va prendre une forme bien spécifique. Notamment le poids qu'on connaît bien, le poids égal mg, on va pouvoir savoir calculer quel est le travail du poids. Je prends un exemple. On est dans un champ de pesanteur, le travail du poids d'un système de masse m, et ce système il se déplace de A vers B. Alors on imagine par exemple une balle de tennis, qui est positionnée en A au départ, puis qui descend et qui arrive en B. Alors elle pourrait être en train de monter, on ferait le même genre de calcul. Hein. Le poids P, il est comme ça. L'altitude de A au départ, c'est ZA. L'altitude de B à la fin, c'est ZB. L'intensité de pesanteur petit g, c'est vers le bas. Et le vecteur AB, il est en vert ici. Maintenant, ma balle peut faire quelques virages entre temps, c'est pas forcément gênant. Alors, j'applique la formule du travail du poids. Donc le travail pour aller de A vers B de la force qu'on appelle le poids, c'est le produit scalaire de P fois le produit scalaire de vecteur AB. Et ça, on peut dire que c'est P fois AB fois cos alpha. Mais auparavant, vous savez sans doute qu'un vecteur, avec la relation de Schall, on peut l'écrire différemment. Et je peux écrire ça en introduisant une lettre intermédiaire et la lettre H. Et je peux dire que AB, en fait, c'est la relation de Schall en vecteur. C'est égal à H plus HB. Ça vous rappelle des souvenirs, ça? En maths? Ouais, c'est pas très compliqué, ça. Hein. Oui. Donc, en fait, je vais remplacer mon vecteur AB par H plus HB. Et je vais faire le produit scalaire par le P, le poids.
Après, le produit scalaire, c'est comme une opération de multiplication, hein, c'est distributif. Donc, ça va, il va faire le produit scalaire sur AH, mais aussi sur HB. Donc, je vais avoir P produit scalaire AH plus P produit scalaire HB. Sauf que AH, AH est dans le même sens que le poids. Donc, j'ai un angle alpha entre le poids P et H qui va être égal à 0. Ici, je vais avoir alpha égale 0. Alors que là, je vais avoir alpha qui vaut combien? Entre P et le vecteur HB que j'ai ici. 10. 90. Là, je vais avoir un alpha qui vaut 90 degrés. Donc, le cosinus 90, ça va s'annuler. Donc, je vais me retrouver avec juste P fois vecteur AH. Produit scalaire vecteur AH. Parce que là, je vais avoir un angle de 90 degrés. Et maintenant, l'angle entre le poids et AH, il vaut combien? L'angle alpha entre le vecteur P et le vecteur AH est ici, comme ça. Il vaut combien cet angle-là? Est-ce qu'il y en a un? Non. Il vaut 0. Il vaut 0, bah, le cosinus de alpha, cosinus de 0, ça fait 1. Du coup, en fait, cette opération, ça se transforme en P fois AH. Parce que j'ai fois cosinus de 0 qui vaut 1. Maintenant, AH. Bah, AH, je sais combien ça vaut en distance. Parce que maintenant, c'est une multiplication, c'est plus un produit scalaire. Donc, AH, c'est la distance H. Mais qui peut être algébrique, hein, qui peut être positive ou négative. Donc, AH, cette distance-là, pour aller de A vers H, bah, ça va être ZA moins ZB. Et GMG pour le poids. Donc ici, en fait, je connais tout. Et le travail du poids, bah, c'est toujours, pour simplifier cette expression générale, ça va être toujours M fois G fois Z de l'altitude du point de départ moins Z de l'altitude du point d'arrivée. Donc le travail du poids, vous pouvez, si vous avez votre cours avec vous, vous pouvez encadrer cette formule-là, au final, parce que c'est celle-là qu'il faut pouvoir appliquer. Elle est beaucoup plus immédiate que la formule générale avec le produit scalaire. Hop, ça. Donc le travail du poids ne dépend pas du chemin suivi par le système entre A et B. Hein. La balle, qu'elle ait fait ce trajet-là ou qu'elle ait fait ça et puis roulé, ça va nous donner le même résultat. Le poids aura fourni la même énergie à la balle. Alors, on va pas avoir le temps de chercher des... Je sais pas quelle heure il est. Hein. Je voudrais finir le cours là. Ouais, il est 27. Je vais finir le cours puis je vous donnerai quelques exercices à chercher pour lundi. Des petits exercices sur l'application du travail, du poids ou d'autres forces. Maintenant, on va voir une autre force. Donc, on verra ces exercices-là plus tard. Le travail d'une force électrique. Le travail d'une force électrique, bah, il faut connaître l'expression de la force électrique. La force électrique, c'est Q fois le champ électrique. On l'avait déjà vu, où le champ électrique, c'est un vecteur. Donc, je vais appliquer la formule traditionnelle du cours pour le travail. Alors là, j'ai la situation. J'ai mon système qui est ici. Il est en A au départ, et puis il va avancer, et il va se retrouver en B à l'arrivée. Le champ électrique, il est dans ce sens-là, un vecteur. Donc la force électrique, si ma charge est positive, ma force électrique, elle est dans le même sens que E, puisque FE est égal à Q fois le champ électrique E. Et Q est positif si c'est une charge positive. Le déplacement AB, le vecteur AB, il est dessiné ici en vert. Je vais pouvoir appliquer la relation du produit vectoriel entre le produit scalaire entre AB et la force E. Donc le travail entre le point A et le point B de la force électrique, c'est le produit scalaire des deux. La force électrique s'écrit Q fois le vecteur champ électrique. Et j'ai appliqué simplement la formule classique en disant que le produit scalaire, c'est le produit des deux normes de vecteurs fois le cosinus de alpha. Donc voilà l'expression de
du travail de la force électrique quand j'ai une charge électrique qui est présente dans un milieu où règne un champ électrique. Donc l'électricité peut fournir de l'énergie à un système qui est chargé, parce que ça peut faire avancer une charge ou la ralentir si ça fait un travail négatif. L'unité de la charge, elle est en coulomb, E est en volt par mètre et AB en mètre dans cette expression. Alors cette expression, on l'utilise pas souvent, il y a peu d'exercices qui font intervenir le travail du champ électrique, mais bon, faut la connaître quand même. Après, le travail ça se terminera ici, le travail d'une force de frottement, qui est constante sur un trajet rectiligne. Prenons la situation, je sais pas, d'une voiture qui avance sur une route. J'ai arrêté d'accélérer. Donc elle avance sur une trajectoire rectiligne du point A vers le point B. Et puis j'ai de l'air ici qui agit dessus et qui s'appelle la force de frottement. À votre avis, le travail que va effectuer l'air sur cette voiture et sur son déplacement, est-ce que ça va être un travail qui est moteur, c'est-à-dire qui va contribuer à faire avancer la voiture dans le sens de A vers B, ou résistant, c'est-à-dire qui va un peu limiter son avancement de A vers B? Résistant. Ça va être résistant. Donc ça doit être une valeur négative, ce travail. Alors déjà, le vecteur force de frottement, on l'avait énoncé clairement, mais il est toujours opposé au sens du mouvement. Le mouvement, il va de A vers B, donc la force de frottement, si je lui prends comme point d'application le centre du pare-brise ici, bah, la force de frottement, elle est en sens opposé, ici, au mouvement. Comme ça. Et on la note souvent petit f. Donc si elle est en sens opposé au mouvement, et que lui, le vecteur déplacement AB, lui, il est dans ce sens-là, qu'elle va... Ah, j'ai pas été droit là. Ça, c'est le vecteur AB. Quel est l'angle qui existe entre mon vecteur AB et mon vecteur petit f? C'est quoi comme angle entre les deux? 190 degrés. Donc, lors d'un déplacement rectiligne, alors je vais effacer mon dessin. De longueur AB, le travail d'une force de frottement petit f, alors avec un vecteur ici, de valeur constante, A pour expression, bah, f produit scalaire AB, c'est normalement f fois AB fois cos alpha, mais cos alpha c'est cos de 180 degrés, et qu'est-ce que vous savez de la valeur de cosinus 180 degrés? Moins 1, non? Ça fait moins 1. Donc, c'est pour ça qu'ici, j'ai un signe moins. Donc, une force de frottement, elle est totalement résistive, elle résiste. Elle est égale à moins la valeur de la force de frottement fois le déplacement. F s'exprime en newton, AB en mètres, etc. Donc, je peux retenir ici et encadrer une force de frottement. Son travail, c'est moins F fois AB. Le travail d'une force de frottement est toujours résistant, car la force de frottement est toujours en sens opposé au déplacement. Donc on n'a pas besoin de connaître plus d'expressions, on n'aura que ces trois forces particulières, sinon les forces qui seront proposées, on nous donnera leur direction, leurs angles, etc. Alors dedans, là, je vous renvoie à ce lien YouTube qui réexplique ce que c'est qu'un travail. Si mes explications n'étaient pas suffisantes, vous pouvez voir cette vidéo aussi. Et puis, bah, je vais vous indiquer par mail les exercices qui sont cherchés pour lundi, et on se retrouvera lundi à 10h sur le créneau du cours habituel pour corriger ces quelques exercices. Est-ce que ça vous va comme ça? Oui. C'est Mais bon monsieur, j'avais une question. Ouais. En fait, hier, j'ai reçu un message de l'établissement qui me disait que